Voilà, bonjour à tous. Donc désolé, il n'y a pas de webcam. Il y a un souci, je ne sais pas c'est quoi. Donc cette fois-ci, ce sera sans webcam. Donc aujourd'hui, j'ai parlé des films de février que j'ai, enfin en tout cas des films que moi j'ai vus en février. Donc je vais pas parler de tous les films que j'ai vus parce qu'il y en a trop. Donc vous les voyez, ils sont à l'écran devant vous. Je vais très très vite les parcourir. Donc vous voyez, j'ai détaché, j'ai séparé en trois parties. Donc il y a la rangée ici au-dessus. Donc c'est pas de ceux-là dont je vais parler aujourd'hui. Je vais parler des films qui sont ici au milieu. Et il y a une dernière rangée ici. Donc j'ai essayé de trouver un moyen les répartir entre eux. Le but à la base, c'était pas de faire un truc thématique. C'était plutôt en réalité de les regrouper entre films qui avaient des points communs, qui étaient intéressants, qui pouvaient faire que je pouvais les relier ensemble pour essayer d'étoffer un peu le propos. Mais il se trouve qu'il y a quand même, on va dire, un thème qui s'est détaché dans les faits entre les dans mon partage. C'est-à-dire qu'en fait, les films que vous voyez ici en haut, ben, je pense que c'est assez facile de voir le point commun. C'est principalement la violence, le gore, et surtout c'est des films qui sont plutôt des films considérés un peu série B. Donc c'est des films principalement des films d'horreur, mais pas exclusivement. Au milieu, ça va être des films. En fait, c'est peut-être la partie dont je parle aujourd'hui qui est la plus vague, c'est-à-dire il y a plus à la fois des films d'auteur et à la fois des films qui m'ont parlé. Donc c'est plus des films à thème, je dirais en fait en réalité. Et alors la dernière partie, c'est les blockbusters. Hein. Ça se voit assez fort. On a John Wick 2 et tout. Mais je vais les parcourir peut-être très rapidement. Donc ici, on a le premier Candyman, qui est le premier, qui est le vrai premier, parce que j'avais parlé du tout dernier la dernière fois. Donc j'ai vu le tout dernier sorti pendant le mois de janvier, et ici j'ai vu le premier. Alors, The Invisible Man, qui est un film, c'est un film d'horreur, en gros. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros c'est un film d'horreur, et c'est un film si je ne me reviens plus sur son nom. Mais c'est un réalisateur dont j'avais déjà parlé la dernière fois. Bref, peu importe, de toute façon, j'en parle pas aujourd'hui. VHS et VHS2, en fait, il y en a plein d'autres. Ce sont des compilations en fait de petits segments d'horreur. Et vraiment, j'ai vraiment kiffé, mais on en reparlera. Il y a Planète Terror, qui est un film assez connu de Robert Rodriguez. Donc Robert Rodriguez, qui est un cinéaste assez connu, et notamment pour ce film-là en particulier. Il a fait Les Machetés, notamment. Donc c'est des films qui sont souvent qui sont des hommages à la série B, mais avec un côté délire assumé, quoi. Hein. D'ailleurs, il y a plein de choses à en dire là-dessus, sur l'hommage à la série B, mais j'en parlerai quand j'en parlerai. C'est un film que j'avais déjà vu, mais que j'ai revu. J'ai vu Saw 3, voilà, j'en parlerai. Que j'ai trouvé plus intéressant que Saw 2, mais j'en parlerai. Mortal Kombat, qui est le fameux Mortal Kombat de Paul Thomas Anderson, j'en parlerai aussi. Non, pardon, pas Paul Thomas Anderson, Paul W. S. Anderson. Il y a, en fait, il y a trois réalisateurs qui ont des noms très très similaires, qui sont Wes Anderson, Paul Thomas Anderson et Paul W. S. Anderson. Et les deux premiers sont considérés comme des bons réalisateurs, alors que le troisième, beaucoup moins. Ben, on verra, on en discutera un peu à ce moment-là. D'ailleurs, Event Horizon, ici tout à la fin, c'est aussi un film de Paul W.S. Anderson. Alors, il y a Haute Tension, qui est un film de Alexandre Aja, qui est un peu un slasher français, qui est complètement un slasher français, voilà. Et alors, Cobra Woman, qui est un film je pense que c'est ce qu'on peut en dire. Voilà, on en reparlera. Je vais rapidement parcourir la rangée de tout en bas, et puis après, je développerai la rangée du milieu, vu que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, il y a John Wick 2, voilà, que j'ai revu, j'avais déjà vu, hein, mais Oui, je vois le A de Lise, effectivement, bah oui, c'est... Cobra Woman, c'est particulier. On en reparlera. John Wick 2, ben, c'est la suite de John Wick 1, forcément. Donc j'en ai déjà pas, enfin j'en ai pas parlé encore, mais j'avais déjà vu John Wick 2 et c'est un film qui a eu la chance d'avoir une review.
en profondeur de la part de Bolshevik que je vous recommande largement. Je développerai d'ailleurs pas beaucoup la prochaine fois, plus que ce qu'il a dit, parce il a bien poncé le sujet, il n'y a pas grand chose à en rajouter honnêtement. Il y a Wakanda Forever, j'ai pas aimé, enfin voilà, on en reparlera. Heat, qui est un très très gros film de Michael Mann, un réalisateur sur lequel j'ai un avis mitigé quand même. The Driver, qui est un gros film d'action qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui a posé pas mal de bases. Et je pense qu'il a été une grosse inspiration pour beaucoup de choses, notamment le film assez connu Baby Driver. Cloverfield, alors là c'est un fun footage, donc ce genre qui est très associé à l'horreur, qui est un... D'ailleurs que j'aurais pu mettre plutôt avec les films d'au-dessus, avec les films d'horreur, mais qui se veut très grand spectacle en réalité. C'est sa grande différence. Donc Cloverfield, en fait, c'est un film, je vais pas tout révéler, mais qui prend le genre du found footage. Donc le principe de base du found footage, c'est en fait, on voit un film qui a été tourné un peu en amateur. Généralement, c'est dans le feu de l'action, hein, et soudainement, il se passe quelque chose qui est enregistré du coup, on va dire un peu par hasard, et qui a été retrouvé par après, surtout le principe du found footage, euh, par des gens. Et donc évidemment le plus connu c'est Blair Witch Project, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc voilà, donc ça c'est Cloverfield, un film que j'ai moyennement apprécié j'avoue, on en reparlera. Alors il y a aussi le tout dernier Batman, et je sais que je me ferai descendre parce que je l'ai pas aimé. On en reparlera aussi du coup. Memento, c'est un film de Christopher Nolan qui parle de mémoire, on va dire, que j'ai moyennement aimé aussi. Je pense qu'en vrai, cette rangée-ci, malgré quelques très bons films que j'ai beaucoup aimés, c'est la rangée des films que j'ai le moins aimé. Un long dimanche de fiançailles, par contre, de Jean-Pierre Jeunet. Ça, par contre, je trouvais ça vraiment intéressant et pas mal du tout. Sabotage et Secret Agent, c'est deux films de Hitchcock qui sont pas des Hitchcock majeurs, mais qui ont des trucs intéressants dont on reparlera. Et alors, bah, celui-là, je l'ai en vrai plutôt bien aimé. C'est un film qui a été pas mal vu en 2022. Bullet Train, qui est un gros film d'action bourrin, décomplexé, un peu qui se vaut pas aller très très haut. Et franchement, moi je m'en fiche, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, voilà, on en reparlera. Voilà, voilà. Donc après cette introduction, on va entrer dans le vif du sujet. Et on va parler de mes films ici. Et petit avertissement avant de commencer, évidemment, il ne faut pas voir ce que je dis comme une vérité universelle, ni comme une analyse en profondeur. Donc déjà de un, mon but ici, c'est pas de vous révéler le sens profond de ces films, parce que ça prend longtemps d'analyser un film, et c'est pas en parlant comme ça. Moi, je suis pas, contrairement aux apparences, je suis pas un grand fan du concept de critique euh, cinéphile, ou dans d'autres supports d'ailleurs. Je pense qu'en fait, c'est pas avec quelqu'un qui va parler pendant X temps d'un film qu'on va avoir un exposé parfait sur son contenu, sur ce que ça veut dire, etc. Par contre, moi j'ai envie de susciter votre curiosité, de vous donner envie de les voir et de pointer quelques éléments moi qui m'ont intéressé à chaque fois. Donc mon but c'est un petit peu quand même de vous dire de quoi ça parle, puis après de noter, de vous parler de ce que j'ai relevé moi particulièrement. Et puis voilà quoi. Peut-être aussi ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en évidence certains éléments que moi j'ai trouvé intéressants, mais aussi certains films que vous pouvez voir qui font écho à ces films-là, selon moi quoi. Donc des recommandations en fait. Je vous recommande d'autres films autant que possible. Alors, on va commencer. Attendez, je reprends mes notes peut-être. Comme ça, je fais un peu plus de qualitatif. Donc c'est aussi un peu la différence par rapport à la dernière fois. C'est que la dernière fois, en fait, j'avais fait ça un peu de façon plus improvisée. Ici, j'ai quand même essayé à chaque fois de... D'ailleurs, j'ai un beau Excel avec plein de notes et plein de trucs. Donc je vais pas à chaque fois lire tout ce que j'ai fait, mais c'est pour garder en mémoire les trucs que j'ai trouvé intéressants et pouvoir vous les ressortir. Donc ici, je vais commencer directement avec le premier film que j'ai vu au mois de février,
qui est La naissance des pieuvres, qui est un film de Céline Sciamma. C'est d'ailleurs son premier film. Donc c'est un film sorti en 2006. Et il met en scène notamment, il met en scène trois actrices principalement qui sont Adèle Haenel, Pauline Accard, Louise Blacher. Donc Adèle Haenel qui est la plus connue, hein, qu'on voit ici, qui est une actrice, qui est une actrice qui a eu des prises de position féministes et LGBT assez connues parce que voilà. Et en fait, déjà dans le film de Céline Sciamma ici, c'est un film sur l'homosexualité notamment, sans pour autant que ce soit un thème qui soit englobant en fait, hein. Je veux dire, c'est plus un film en réalité sur l'amour et sur la naissance du sentiment amoureux et du désir aussi. Mais comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Donc voilà. Petit aparté peut-être intéressant, c'est juste un détail, mais c'est intéressant de le dire quand même. Céline Sciamma, donc la réalisatrice, elle a été longtemps la compagne de Adèle Haenel, du coup l'actrice l'actrice dont je parlais tout à l'heure. Et c'est intéressant à noter parce qu'elle va faire un retour, elle va être régulièrement convoquée dans ses films en fait. Et ça explique aussi comment il peut y avoir une si bonne synergie en fait entre l'actrice et le sujet du film, tout simplement parce qu'il y a une grosse complicité entre les deux, quoi, simplement. Alors, petite note aussi, vous voyez que sélection officielle dans la catégorie Un certain regard. Donc ça appuie aussi le fait qu'on va parler d'un sujet bien précis, un sujet de société, quoi. Alors ici, en fait, le principe du film, le résumé du film, je vais pas faire tout le résumé, mais en gros, ça va parler donc de trois personnages féminins qui sont des filles qui ont 15 ans, il me semble, et qui vont commencer à éprouver du désir, et donc particulièrement, non pas le personnage d'Adèle Haenel, mais le personnage de Pauline Accard, dont je ne reviens plus sur le nom. En fait, ce personnage-là va aller voir de la nage acrobatique dans l'équipe de son école, et en fait, elle va tomber amoureuse, ou plutôt concevoir du désir en tout cas, pour le personnage incarné par Adèle Haenel, qui donc fait partie de l'équipe en question, c'est même la capitaine il me semble, et elle va décider de la suivre, de se rapprocher d'elle. Donc elle va la voir en répétition, elle va tourner autour de plus en plus. D'ailleurs, le personnage d'Adèle Haenel va pas forcément être toujours hyper réceptif à ça. Et il va y avoir ce petit malaise en fait sur la naissance du désir qui va être pas évidente à gérer ni pour l'une ni pour l'autre. D'ailleurs, le personnage d'Adèle Haenel va essayer va avoir un comportement très ambivalent par rapport à ça. Et notamment, va lui faire croire, va la mener en bateau sur d'autres choses et tout. Je vais pas trop révéler l'intrigue à ce niveau-là, mais il y a ça. Et alors, en fait, il faut savoir que le personnage le personnage principal, en fait. Par contre, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est pas Adèle Haenel, elle est ici, Adèle Haenel, hein. Voilà. J'ai parlé un peu vite. Mais donc, en fait, il y a un troisième personnage qui est la meilleure amie, en fait, du personnage principal, qui est très, très, très complice avec elle, mais qui du coup va concevoir une jalousie envers le personnage d'Adèle Haenel sans forcément se rendre compte qu'il y a un sentiment amoureux. Ça va être beaucoup plus flou et beaucoup plus ambivalent que ça. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans le film, c'est ça que moi je voudrais pointer, c'est qu'en fait le film il parle de sentiments amoureux et il parle de désir, mais il parle aussi du fait que c'est des sentiments qui sont beaucoup plus diffus et beaucoup moins simples à gérer que simplement dire voilà, il y a du désir, il y a de l'amour, voilà, c'est pour ça que je pointe ça. Et je trouve que c'est du coup particulièrement intéressant de parler de ça dans le cadre des relations homosexuelles, non pas pour les relations homosexuelles en soi, même si évidemment c'est bien de les avoir représentées à l'écran, c'est intéressant en tout cas de les avoir représentées à l'écran, mais plutôt dans le fait que à travers ça, on voit que, que les relations humaines sont pas aussi simples que ça, sont pas aussi tranchées que ça, quoi, tout simplement. Il n'y a pas juste d'un côté l'amour et de l'autre l'amitié. Il y a tout un gradient entre les deux qui n'est pas forcément simple à gérer. Et donc, comme on est avec des personnes qui ont la même identité de genre, tout simplement, le même type de corps, etc.,
ben, la question des sentiments va se poser de manière plus claire, ou en tout cas moins cachée par l'hétéronormatisme et l'idée que si deux personnes de sexe opposé se rapprochent, il y a forcément une sexualité derrière, il y a forcément une romance derrière, quoi. Donc ici, on est toujours dans l'ambivalence entre à partir de quand s'arrête le sentiment amoureux, à partir de quand commence le désir, à partir de quand s'arrête l'amitié, à partir de quand commence l'amour, etc., etc., quoi. Donc c'est intéressant ce regard, surtout que ça se fait de façon assez pudique et assez sensible, tout simplement parce que les personnes concernées sont concernées par le sujet, tout simplement. Alors ce que je voudrais faire comme petite note aussi que j'ai oublié, c'est que c'est un projet très personnel hein, pour Céline Sciamma, vu que c'est son projet de fin d'études qui a été ensuite adapté avec les encouragements de ses professeurs en scénario original quoi. Donc c'est pas pour rien que c'est aussi fort quoi. C'est aussi personnel. Et ça va d'ailleurs donner, vu que c'est son premier film, la coloration de tout son cinéma à Céline Sciamma, vu que c'est des thèmes récurrents dans sa filmographie. Et j'en viens du coup à mes recommandations par rapport à ça. Simplement les autres films de Céline Sciamma. Donc, particulièrement, moi, ce que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé, c'est Portrait de la jeune fille en feu, qui est un film de nouveau sur une relation lesbienne, mais qui va pas vraiment aborder les choses de la même façon. Donc, c'est une relation au 19e siècle, si je me trompe pas. Et alors là, ça va carrément être, ça va remettre en question le- l'aspect social en fait des relations homosexuelles, tout simplement aussi. Et avec tout un regard sur, fait toute une question du male gaze, donc le regard masculin, mais aussi, enfin voilà, tout un tas d'autres choses pour montrer en fait simplement avec un simple thème, on peut faire des films extrêmement différents et explorer très très loin, sans forcément dire toujours la même chose, quoi. Ce qui peut être intéressant aussi, mais pas à voir, plutôt à lire, c'est la BD, le Blood New Color Showed, qui a été adapté dans un film récent, donc La vie d'Adèle, que je n'ai pas vu et que j'ai pas trop envie de voir pour le moment parce qu'il n'a pas été tourné dans des conditions hyper favorables pour les actrices principales. Mais bon, ça c'est une autre question, j'ai pas trop envie de rentrer dans le débat. Mais ici, en tout cas, la bande dessinée, je l'ai lue et elle était très sensible. C'était aussi un autre regard, du coup, sur les relations homosexuelles, qui est intéressant, qui est plus directement militant, en fait, que La naissance des pieuvres, qui, franchement, n'est pas du tout un film... Moi, je le considère pas comme un film militant, quoi. Hein. Il y a pas de... C'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment la naissance du désir et du sentiment amoureux et l'impossibilité en fait de mettre dans des cases les relations humaines quoi. Mais c'est pas oh regardez c'est un film LGBT militant machin quoi. Même si c'est de la représentation en soi, mais voilà. Alors que le Bleu est une couleur chaude va beaucoup plus montrer les difficultés, va prendre un point de vue beaucoup plus spécifique aux relations LGBT et sur les difficultés qui peuvent être rencontrées dans ce cadre-là. Mais n'empêche que moi, si je trouve que La naissance des pieuvres s'approche le plus possible qu'on pourrait d'une vraie adaptation de Le bleu est une couleur chaude au cinéma, dans la mesure où il reprend beaucoup de thèmes et il les traite avec la spécificité vraiment du cinéma, quoi. Parce que c'est énormément filmé, c'est beaucoup plus, c'est très peu narratif et c'est beaucoup plus en montrant des scènes, en montrant des moments de vie, toutes des choses qui sont propres au cinéma, hein, évidemment. Et donc voilà. Et franchement, c'est un film que je recommande, même s'il il faut aimer le genre, quoi. C'est plus un drame, c'est plus drame réaliste, qui est un genre qui n'est pas toujours le plus, on va dire, le plus divertissant à regarder, quoi. Voilà, voilà. Alors, je vais parler après des films de Orson Welles que j'ai mis ici. Donc il y a The Magnificent Ambersons ici, et alors Macbeth. Donc ce sont deux films de Orson Welles, qui est un réalisateur
plutôt salué par la critique. Donc il a fait Citizen Kane, qui est un film qu'on ne présente plus. C'est un film en fait sur un riche entrepreneur qui décède en criant Rosebud. Et en fait, le film parle de sa vie en partant du regard de personnes qui essayent de comprendre ce qu'il a voulu dire par Rosebud. Donc c'est des flashbacks pour essayer de comprendre son dernier mot, en fait, en gros. Et il y a une révélation à la fin sur ce qu'était réellement Rosebud. Voilà, voilà. Et donc c'est le film qui est le plus connu d'Orson Welles, mais c'est un réalisateur qui est connu pour beaucoup de choses, notamment pour être en fait une grande figure médiatique à l'époque. Il a notamment été très connu pour sa carrière en fait radiophonique et il lisait des dramas à la radio notamment, dont La Guerre des Mondes, qui est à la base un roman d'H.G. Wells, donc rien à voir avec Orson Welles, ça s'écrit pas de la même façon d'ailleurs, mais c'est un roman qui parle d'invasion extraterrestre. Et en fait, il a lu ça à la radio, ce qui a créé un peu une panique. Après, ça a été le récit autour de ça a été un peu déformé et on disait que les gens croyaient qu'il y avait vraiment les aliens qui débarquaient et tout, mais c'est surtout que les gens étaient très étonnés, très impressionnés d'entendre ça à la radio sans pour autant voilà, de causer des mouvements de foule comme on l'imagine. Mais il y a ce côté très innovateur. Hein. Orson Welles a toujours voulu ruer dans les brancards et un peu narcissique d'ailleurs. Hein. Il est connu pour ça. D'ailleurs, il joue souvent des rôles principaux. Ici, par exemple, il joue dans Macbeth, il joue le rôle de Macbeth, quoi, hein, tout simplement. Je vais d'abord parler de Magnificent Ambersons, je pense, qui est un film assez. C'est pas mon film préféré de la sélection, honnêtement. C'est un film que j'ai un peu survolé, j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans. Donc le principe, enfin voilà, je vais d'abord parler du principe. C'est un film qui parle, c'est un peu une saga familiale qui parle d'une famille très très riche de notables en fait dans une ville aux États-Unis qui est au début du siècle passé, si je ne me trompe pas, ou alors la fin du 19e siècle, je ne sais plus trop. C'est la transition un peu entre les deux en fait finalement qui, qui est qui est la plus respectée en fait dans cette ville, qui est très appréciée et qui a voilà. Et en fait, ça va montrer la décadence de cette famille, c'est-à-dire que il va y avoir l'arrivée de toute la modernité, notamment de l'automobile, qui symbolise en fait le passage du temps et le fait de l'implication dans la société en fait. Et donc la famille, elle va être confrontée à ça et elle va perdre de sa superbe. Et en fait, on va particulièrement suivre un personnage s'appelle George, qui est le personnage clairement principal et qui en fait est dans vraiment la tradition d'Orson Welles de mettre en scène des anti-héros qu'il joue généralement. C'est pas le cas ici, mais généralement c'est lui qui joue le personnage, qui est souvent un personnage difficilement appréciable, très narcissique, très orgueilleux, très pénible. Et ici, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'héritier de la famille qui va mépriser en fait un autre personnage. Je vais pas raconter l'histoire en profondeur parce que c'est compliqué, mais qui va mépriser un autre personnage qui est un ancien soupirant de sa mère et qui a fait fortune en fait dans l'automobile. Et lui, il est en mode, moi, j'ai pas besoin de travailler, j'ai la fortune de ma famille et tout. Et en fait, l'ancien soupirant de sa mère, il veut épouser sa mère du coup, vu que son mari est mort. Et il essaye de se faire bien voir, notamment en proposant à Georges d'intégrer sa propre affaire d'automobile, quoi. Mais Georges le méprise entièrement à cause de ça. Et donc, en fait, il va passer complètement à côté du créneau, sa famille va s'effondrer petit à petit, et il va se rendre compte que il a été trop orgueilleux, et il a méprisé le progrès, en fait. Donc, c'est un thème vraiment très très fort ici, c'est la chute face au progrès. Il faut savoir que c'est un film qui était quand même assez important pour Orson Welles. C'est son deuxième film, mais il n'a pas eu droit au final cut, donc le dernier montage du film, parce qu'il était en train de tourner un autre film au Mexique, si je ne me trompe pas. Et
en fait, les studios en ont profité pour le remonter dans son dos. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'il y avait des problèmes de montage, Orson Welles. Le film était notamment beaucoup trop long, mais il tenait quand même à garder le droit de finaliser, quoi. Mais on lui a pas laissé ce droit-là et on l'a fait dans son dos, ce qui l'a beaucoup énervé et ce qui est quelque chose qu'on retient beaucoup à propos de ce film. D'ailleurs, on sent un petit peu ça, hein, parce que généralement le style d'Orson Welles c'est très rué dans les brancards. Ouais, 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 la trahison, hein. Il a un style très, 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 très direct, très, très brutal. Et ici, en fait, on a l'impression pendant toute la moitié du film enfin pendant le milieu du film, je dirais, que ça se concentre, ça se focalise énormément sur comment dire, sur la famille et sur les relations intrafamiliales et sur du drama en fait, notamment ouais, sur le mélodrame en fait finalement, qui est un genre qui était populaire à l'époque, plutôt que sur notamment l'évolution de la famille et de la ville à travers le temps, ce qui est vraiment ce que Orson Welles par contre lui avait en tête, quoi. D'ailleurs, en fait, il y a une scène au début qui est très intéressante, qui est un espèce de montage sur le temps qui passe, où on voit différentes époques, et on voit ça notamment euh, à travers la maison, à travers la ville, etc. Et c'est assez intéressant, c'est fait avec beaucoup de style. Donc, ce genre d'innovation, c'est assez typique d'Orson Welles. Et donc, sans doute que le film allait dans cette direction-là, mais qui s'est concentré beaucoup plus sur de l'anecdotique, en fait, littéralement, plutôt que sur le thème du film, quoi. Mais bon, le film reste intéressant à voir. Personnellement, moi, il m'a pas beaucoup intéressé. Je le trouve un peu dépassé. Ce qui aurait été, à mon avis, moins le cas s'il avait eu le Final Cut. Mais bon, ça, c'est relativement peu important. Le film reste très intéressant à regarder. Et Macbeth, du coup. Macbeth, c'est un film. Bon, c'est quasiment du théâtre filmé, hein. Et c'est pas pour autant que c'est pas très très bien. Vu que c'est Orson Welles, c'est très très. C'est un style très particulier. Très. Avec des décors en carton-pâte, mais ça marche quand même. C'est très étonnant en fait. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il a une composition très. Enfin, c'est ce film. Comment dire. Je vais reprendre mes notes pour un peu structurer ce que je dis. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est. Je reparlerai après avec d'autres films, mais en fait, dans ce film, il y a une utilisation très forte de ce qu'on appelle la règle des tiers. Donc, la règle des tiers, c'est une règle qui existe en photographie de manière générale et en composition d'images en réalité. Donc en fait, il faut s'imaginer, ici voilà, je fais ça un petit peu à gaille, mais vous voyez, vous avez une image, vous pouvez la décomposer en un, 2, et donc un, 2, 3 en fait. Et alors vous faites pareil dans l'autre sens, et vous avez 9 segments en fait qui composent l'image. Mais alors principalement, ce qu'on note souvent, c'est les 3 tiers ici, quoi, hein. Donc les parties verticales de l'image. Et en fait, c'est une composition qui est très courante en photographie, en cinéma, au point où ça devient presque tarte à la crème, quoi, hein. Il y a une théorie esthétique qui dit que c'est particulièrement plaisant pour l'œil, ce qu'on pourrait discuter, hein, c'est plus compliqué que ça. Mais on va dire que dans l'histoire récente, ça a un peu succédé à la perspective centrale qui était un peu la règle de la Renaissance, quoi. Et surtout, on va dire l'organisation, la composition d'images qu'on avait au Moyen Âge, où on avait un sujet au milieu et des sujets moins importants autour, quoi. Donc avec la règle des tiers, on passe plutôt sur une perspective qui est suggérée en travaillant sur les tiers, mais sans forcément toujours mettre le principal au centre. Donc généralement, ce qu'on voit beaucoup maintenant, c'est qu'on met le sujet sur le côté gauche ou le côté droit, et alors on se sert de la perspective justement pour suggérer l'arrière-plan, etc. Mais justement, dans Macbeth, on a une composition qui est beaucoup plus classique. Donc on a l'utilisation des tiers, mais on se focalise beaucoup sur le tiers central. Et il va servir en fait, soit le tiers central, soit un tiers sur le côté, va servir en fait à mettre en avant l'émotion d'un personnage.
En particulier Macbeth, évidemment, mais aussi sa femme, Lady Macbeth. Donc je vais un petit peu, pour rappeler un petit peu le scénario, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, Macbeth, c'est une pièce de théâtre qui est d'ailleurs réputée inadaptable, qui est qui parle en fait du coup de ce personnage, Macbeth, qui est un ambitieux, qui souhaite monter sur le trône d'Écosse, parce qu'en fait, un oracle lui a prédit qu'il allait monter, enfin c'est les trois, les trois grâces, hein, si je ne me trompe pas, qui symbolisent le destin et qui lui prédisent qu'il sera le roi d'Écosse. Alors que lui, c'est un seigneur, c'est un seigneur important, mais il n'est pas sur la ligne directement sur la ligne d'héritage. Et en fait, on lui prédit ça. Et par un concours de circonstances, finalement, il est en position d'assassiner le roi d'Écosse, ce qu'il va faire. Il va être surtout encouragé là-dedans par sa femme, Lady Macbeth. Donc au début, lui, il est plutôt en mode ok, je vais pouvoir monter sur le trône, ça m'a été prédit. Mais bon, on va quand même pas déconner, il y a des choses qui se font pas, genre assassiner les gens. Mais c'est Lady Macbeth qui le pousse au crime et qui l'aide à oublier en fait ses scrupules. Et donc, c'est une histoire qui correspond beaucoup au thème que Orson Welles aime beaucoup. Hein. Je vous ai dit qu'il aimait beaucoup les personnages très orgueilleux. Il aimait beaucoup cette idée en fait de décadence aussi. Donc, on a ce Macbeth qui est un personnage au-dessus de de tout problème, un personnage honorable qui va sombrer peu à peu. Et finalement, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que Lady Macbeth, elle a de l'importance, mais c'est pas non plus aussi fort que dans d'autres visions de Macbeth, quoi. C'est plutôt énormément concentré sur la figure de Macbeth et sur sa descente aux enfers, quoi. Donc il va commettre l'assassinat, il va monter sur le trône et il va petit à petit faire plonger le royaume d'Écosse dans le malheur. Parce que en fait, ce qui se passe dans Macbeth, c'est que les autres seigneurs finissent par se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. Et donc ça finit en guerre civile. Et Macbeth cause vraiment un chaos total, quoi. Et donc, ce qui est vraiment particulier avec cette adaptation, c'est que déjà, on voit qu'il y a la folie des grandeurs d'Orson Welles qui est toujours là. Donc, il y a des décors qui sont très, très. C'est en noir et blanc, hein, ça, il faut quand même le rappeler. Mais des décors très, très forts, très, très rudes, avec des falaises, des choses comme ça. On voit que c'est tourné en studio, mais il y a un côté très immense, dur. Euh, qui est vraiment très très marqué quoi. Et alors il y a aussi ce que je disais, c'est-à-dire que les émotions sont fortement mises en scène avec un goût pour la symétrie aussi. Donc on peut avoir le personnage principal qui est soit en plein centre, soit sur le côté de l'image, mais on a du coup les autres sujets qui occupent le cadre de façon symétrique autour de lui généralement. Donc c'est intéressant parce qu'en fait c'est à la fois très académique et en même temps il utilise cet académisme avec beaucoup d'à-propos et avec beaucoup de force en fait. Ça fait une adaptation qui est très violente, très brutale, à l'image du sujet. Hein. Macbeth, c'est quand même une pièce qui parle de crime, de folie. Et donc, tout le jeu d'Orson Welles, ici, ça va être de montrer la folie grandissante de Macbeth en la faisant occuper le cadre, quoi. Donc, ça va être énormément focalisé aussi sur le jeu facial des acteurs, quoi. Ce qui est toujours, ce qui est appréciable quand on a des gens comme Orson Welles qui le font, parce que bon, c'est quelqu'un qui est très jusqu'au boutiste, quoi. Donc ça donne un résultat intéressant. Donc ça, moi, franchement, je trouve que ça peut se recommander dans le cadre d'un cinéma très classique, très académique, mais qui pousse ça jusqu'à l'excès, quoi, en fait. Donc avec un côté très très baroque qui est propre à la scène. Et ce qui est génial, en fait, avec Orson Welles, c'est qu'il assume complètement être un égotiste, quoi. Hein. Donc il en joue même, en fait. On voit que le thème le fascine et que le fait d'être à la fois l'acteur et le personnage de ce type, c'est quelque chose qui lui parle beaucoup, quoi.
Il essaie un petit peu d'utiliser le cinéma pour faire advenir dans le monde réel, en fait, ce genre de contradiction, quoi. Ce qui est toujours intéressant. Donc, moi, je ne peux que recommander, en fait, de voir ben, l'autre grand classique d'Orson Welles, qui est Citizen Kane. Et alors, il y a aussi, si je ne me trompe pas sur le titre, un autre que j'avais beaucoup aimé, c'est F for Fake. Je ne sais plus si c'est ça. Je vais juste confirmer rapidement. Qui est un film en fait beaucoup plus récent où Orson Welles va parler du fait que le cinéma c'est de la mise en scène, du faux, et en fait il va user de trucage et tout. C'est un peu un documentaire, et c'est de nouveau une façon en fait de balader les gens à travers un film, quoi. Je retrouve juste le titre pour pas dire de bêtises. C'est ça, F for Fake. Donc, donc voilà. Donc je vais pas trop m'étendre encore sur le sujet, mais Orson Welles, c'est vraiment une valeur sûre du cinéma et pour de bonnes raisons, quoi. C'est toujours intéressant à en voir. Donc on va passer à la suite. Qu'est-ce que j'avais noté que je montrerai après? Je vais parler, c'est pas mon préféré non plus de la sélection, je garde en fait un peu le meilleur pour la fin. Je vais parler du livre d'images, donc qui est ici, qui est un film, c'est le dernier film de Jean-Luc Godard. Donc Jean-Luc Godard qui est un cinéaste très très reconnu, qui est mort récemment, il est mort en 2018 je pense, d'ailleurs qui est l'année de sortie du livre d'images. C'est un film, en fait un film qui est composé de fragments, donc en fait il a monté, et même de collages en fait, donc il a pris plein d'extraits, soit de films, soit de documentaires, de reportages, etc. Et les a remontés ensemble avec une narration et avec un ordre particulier. Donc je vais pas m'étendre très très longtemps sur le film. Ce que je vais dire enfin ce que je trouve intéressant à noter sur le livre d'images, c'est qu'en fait, pour moi, après c'est une interprétation personnelle, pour moi en fait, le propos du livre d'images, c'est pas tellement, c'est pas tellement son contenu en soi, c'est plutôt le cinéma en lui-même. D'ailleurs, le titre, je pense, le dit assez bien. C'est-à-dire qu'en fait, le livre d'images, c'est un livre d'images. En fait, c'est littéralement un collage de tout ce tout ce qu'il trouve d'intéressant à mettre en scène pour composer un film totalement nouveau sur les potentialités du cinéma, quoi. Donc dans le film, il va parler de tout un tas de thèmes. Ça va aller le thème du remake, qui est du coup un thème plus technique, en passant par la Russie et notamment le communisme, jusque le monde arabe ou le train. Il parle aussi du train. Et d'autres thèmes comme ça. Donc il va décomposer en chapitres son film, et à chaque fois il va mettre ensemble tout ça, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait le livre d'images, c'est pas du tout un film narratif, quoi. C'est un film qui clairement juste montre ce qu'on peut faire avec le cinéma. Et c'est intéressant en fait de voir que Godard, il a voulu avec ce film en fait, il a voulu le présenter à la cérémonie des Césars. Et ils n'ont pas voulu en fait le mettre en compétition, dans de la compétition normale. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a présenté en compétition normale, mais il n'a pas gagné, et il a reçu un César spécial en fait, en mode tiens, voilà ton trophée de participation. Ou alors certains pourraient interpréter ça plutôt comme une forme d'hommage à toute sa carrière, tout en estimant que le film est impossible à évaluer. Mais donc il l'a mis en compétition avec des films tout à fait classique dans la forme, alors que son film ne l'est pas du tout, quoi. Et je pense qu'on peut voir ça comme une façon de montrer qu'il faut en fait bousculer les codes, et il faut remettre en question
l'idée d'avoir du cinéma qui soit juste en fait une narration avec un début, un milieu, une fin. Il y a beaucoup d'autres potentialités et des potentialités aussi dans le rapport au réel, quoi. Je pense qu'en montrant ça, ce que Godard montre aussi, c'est que il faut s'intéresser, il faut arrêter de se regarder le nombril avec le cinéma et plutôt se dire que le cinéma, c'est aussi une façon de parler, de questionner notre rapport au réel et à la société parce que il se passe des choses, quoi. Je veux dire, le monde réel, c'est important quand même, quoi. Et c'est paradoxal, évidemment, hein, comme position. Hein. Je suis pas là en train de défendre ça comme forcément du génie ou un truc tout à fait innovant. En 2018, c'est pas innovant le collage. Hein. Le collage, ça existe depuis très très longtemps. C'est plutôt à voir comme un geste de provocation, une façon de dire au cinéma français vous me saoulez avec votre manque d'innovation et avec votre manque de prise avec le réel. Et donc, quand on sait que c'est son dernier film, on ne peut pas s'empêcher de se dire que finalement, ce qu'il voulait dire, c'est une façon en fait de rester un petit peu indépendant parce que c'est un cinéaste qui a été énormément objectifié, sacralisé et jusqu'au bout finalement il s'est quand même débattu avec ça, quoi. Voilà, voilà, donc je vais pas développer beaucoup plus que ça. Simplement, moi ce que je vous recommande, c'est pas tellement un film en particulier, c'est plutôt vraiment de ne pas voir simplement le cinéma comme, comme un ensemble d'histoires. Il n'y a pas que des histoires, il y a des choses qui sont filmées, il y a des choses qui sont dramatiques, et puis il y a plein de possibilités en fait. Notamment le film dont je parle, les deux films dont je parlerai une autre fois que sont VHS 1 et 2, et tous ceux qui ont suivi, qui sont c'est du fun footage mais avec des fragments et ça dit plein de choses en fait. Ça dit plein de choses sur le cinéma, mais ça dit aussi plein de choses sur le monde réel, sur le rapport au monde réel. Et c'est très intéressant, quoi, les fragments. Et c'est très intéressant de sortir du cinéma en tant que simplement des histoires, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le livre d'images. Qui est pas, de nouveau, c'est pas un film devant lequel je peux dire que j'ai passé un excellent moment, mais c'est pas forcément du divertissement en l'occurrence. Mais je trouvais intéressant d'en parler. Alors, ensuite, j'avais prévu de parler de deux films que sont Divine et Sans lendemain. Donc, c'est deux films du même réalisateur, donc Max Ophuls, un réalisateur. De quelle nationalité il est déjà enfin, il est. De quelle origine il est plutôt parce que c'est un réalisateur français, hein, mais il est allemand, il me semble, hein, d'origine. C'est ça, d'origine allemande. Donc Max Ophuls, qui est un. D'ailleurs, j'ai parlé d'un de ses films la dernière fois. Je ne me souviens plus du titre, mais j'ai parlé d'un de ses films la dernière fois. Et donc, Sans lendemain et Divine, j'en parle ensemble en plus parce qu'ils ont un thème commun qu'on va retrouver aussi d'ailleurs dans Showgirls, mais j'en parlerai plus tard, qui est en fait la prostitution en fait. Et il y a beaucoup de choses à en dire. Et plus particulièrement, en fait, c'est pas la part de la prostitution à proprement parler, c'est le monde des danseuses. Et c'est intéressant de voir qu'en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de films sur ce sujet-là. Peut-être parce que c'est un thème qui a beaucoup traversé le cinéma, en fait. Hein. Dès qu'on a pu poser une caméra et enregistrer des choses, il y a eu la question de photographier des choses aguicheuses, en fait. Hein. Filmer des choses aguicheuses parce que on en avait la possibilité tout simplement. Et donc forcément, il y a eu la question de la morale qui a traversé ce genre de filmage en disant que est-ce qu'on peut montrer ça, est-ce qu'on peut filmer ça. Et donc il y a des réalisateurs qui sont aussi posé la question des personnes derrière, quoi, des personnes qui dansaient, qui sont des travailleuses. Et donc notamment Max Ophuls avec Sans lendemain et Divine. Donc Divine, ce qui est intéressant, c'est le plus ancien des deux, et c'est un film qui est très difficile à trouver. Divine, c'est un film qui a été scénarisé par Colette, donc qui est une autrice française très connue pour sa vie, sa vie médiatique, très très riche. Donc c'est une autrice qui était réputée comme étant une très belle femme, qui s'est mise en scène elle-même, etc., qui était ouvertement bisexuelle, qui a mené des relations hétéro et homosexuelles, avec beaucoup de vie publique, hein, donc qui était un personnage qui a fasciné en fait
la culture française pendant un certain temps, dont on parle beaucoup moins maintenant, curieusement, et qui donc a écrit du coup ce film. Après, bon, est-ce qu'on sent vraiment sa patte dans Divine? Je suis moyennement convaincu. On retient quand même donc c'est un personnage féminin qui arrive à Paris et qui décide de mener, de mener une vie de danseuse, mais elle va très vite se rendre compte qu'elle va juste être exploitée, quoi, en gros. Et surtout, elle va être fétichisée il me semble, par le personnage qu'on voit là, mais ça fait longtemps que j'ai vu le film, je vous avoue, donc je suis plus trop sûr. Et c'est là aussi la limite du film, c'est qu'en fait, c'est juste un petit peu c'est une narration assez classique. Donc elle va se faire aider et on va la sauver in extremis et elle va vivre heureuse. Euh, Tout est bien qui finit bien. Euh, donc voilà, le film ne va pas très très loin. Mais ce qui est intéressant à noter quand même, c'est une scène de musical avec notamment beaucoup de nudité. En fait, ça va être des filles attachées qui vont être dévoilées. On va leur arracher leurs vêtements en fait. Et en fait, pendant cette scène-là, le personnage de Divine, donc son vrai nom c'est Ludivine, hein, va voir en fait les filles se faire dénuder petit à petit. Donc c'est un marché. En fait, la scène qui est simulée, c'est un marché aux esclaves en fait. Et elle va refuser en fait. Elle va paniquer en plein milieu de la scène en disant qu'elle ne veut pas être mise à nu. Elle va quand même être forcée. Et, euh, et donc c'est une scène qui est très très forte en fait pour l'époque et qui montre aussi euh, un intérêt de la part de Max Ophuls à montrer le vécu et la violence en fait de vendre son corps, hein, tout simplement. Malgré le fait que le film en soi ne va pas très loin. À mon avis, il va le plus loin qu'il pouvait avec le contexte de l'époque, avec le contexte de la production, etc. Quoi. Et déjà comme ça, il a fallu le nom de Colette pour pouvoir réaliser ça. Son lendemain va plus loin. Il est aussi plus récent, hein. Il reste toujours dans le thème de la prostitution, mais il va montrer en fait carrément le vécu de ce personnage qu'on voit ici, qui va en fait élever seul un enfant. Et face à ça, face aux difficultés d'élever seul un enfant, elle va faire danseuse exotique euh, pour pouvoir survivre tout simplement. Et en fait, ce que montre Max Ophuls, c'est qu'elle n'a pas le choix. En fait, il montre une travailleuse qui est forcée, au-delà de tout le glamour et de tout le côté sexy et fantasmé qu'il y a autour de ce monde-là, il va montrer une personne qui mène la vie qu'elle est obligée de mener parce qu'elle n'a pas d'autre moyen en fait de vivre correctement. Et elle veut surtout le meilleur pour son enfant, hein. Son fils, elle veut l'envoyer dans des écoles privées, avec pensionnat et tout. Et elle lui cache aussi sa vraie profession, parce que parce elle veut le meilleur pour lui, quoi. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est ce personnage qui, en fait, a honte de sa condition et va tout faire elle, se considérer comme coincée dans cette position, mais va essayer d'en extraire son enfant, quoi. Et alors, ce qui va bousculer en fait les plans de cette femme, c'est l'arrivée d'un amour de jeunesse qui va revenir à Paris et qu'elle va rencontrer par hasard. Sauf qu'en fait, le gars, entre-temps, ils se sont connus, c'était en Suisse, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'était c'était d'une façon complètement détachée des réalités, des réalités matérielles, quoi. Donc c'était juste de l'amour pur et dur. Sauf que, elle va. Sauf que, évidemment, lui, il va retourner chez lui au Canada et il va devenir médecin, il va vivre un mode de vie bourgeois, alors qu'elle, après la perte de son époux, si je me souviens bien, elle va mener une vie de travailleuse très très aliénée par sa situation. Et donc en fait, quand elle va le rencontrer, elle va avoir honte. Et donc elle va vouloir lui mentir et lui s'inventer une vie en fait. Ce qui est très triste surtout, c'est qu'en fait elle va s'inventer cette vie en grande partie
pour continuer, pour protéger son enfant. Donc elle a jamais, donc comme je disais, elle a jamais dit à son enfant ce qu'elle faisait réellement. Elle a toujours utilisé des stratagèmes pour le cacher. Il faut savoir qu'au-delà du fait euh, qu'elle est danseuse exotique, elle va aussi recevoir des gens chez elle pour passer la nuit, quoi. Et donc, c'est pour ça aussi que son enfant est en pension complète, pour qu'elle ne sache pas, enfin, pour qu'il ne soit jamais confronté à ses clients, tout simplement. Et donc, en fait, ici, face à cet amour de jeunesse, elle va carrément louer un appartement, mais du coup, elle va se mettre en danger face à des gangsters, en fait, qui vont accepter de lui prêter l'appartement en échange du fait qu'elle les aide à escroquer le gars en question, donc qui est médecin, qui est plutôt bourgeois et tout. Et elle va trouver tout un stratagème pour s'en sortir de là, c'est-à-dire surtout en fait qu'elle va convaincre l'amour en question de repartir au Canada en emmenant déjà son fils et pas elle, qui doit les rejoindre plus tard. Donc elle cache toujours le merdier dans lequel elle s'est fourrée, entre guillemets. Et en fait, elle s'érige en victime sacrificielle, quoi. Tout en ayant, en fait, cet amour de jeunesse, lui, il va fétichiser énormément la protagoniste. Il veut vraiment, vraiment qu'elle sorte avec lui. Alors qu'elle, tout ce qu'elle voit, c'est une opportunité pour son fils de sortir de là, quoi. Et donc c'est très intéressant, je trouve, comme film. C'est très très riche et c'est aussi extrêmement dur. En fait, ça a montré des réalités matérielles évidentes, avec un regard qui est plutôt... on pourrait discuter aujourd'hui de beaucoup de choses, mais c'est un film qui est assez féministe parce que voilà, il est vraiment du côté de la femme avant tout, quoi. Je vois que l'heure avance, donc je vais pas beaucoup plus développer. Mais c'est deux films qui sont intéressants. Je recommande moins Divine parce qu'il est très difficile à trouver et parce qu'il est daté. Mais Sans lendemain, c'est un film qui marque encore énormément. Et du coup, je vais faire la transition avec ça pour aller sur Showgirls, qui est un film que, à mon avis, c'est mon film préféré de février. Enfin, c'est un de mes films préférés de février. C'est un film de Verhoeven. Verhoeven, c'est un auteur qui est très connu, enfin un réalisateur qui est très connu. Il est notamment à l'origine de Robocop euh, ou de Total Recall, qui sont des films d'anticipation qui ont beaucoup marqué pour leur univers visuel, mais en fait, c'est aussi des films qui ont un regard très cru et noir sur la société. Ouais, l'affiche est pas mal, hein. Ça va, pour Twitch, c'est tout juste, hein. Je veux dire, c'est pas. C'est tout juste, quoi. Mais l'affiche est très, très représentative du problème et de la qualité de ce film. C'est-à-dire que c'est un film qui a été défoncé par les gens. Oui, le procédé utilisé, évidemment. Évidemment. Bien sûr, on parle du procédé, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Mais en fait, le film s'est fait défoncer par ses contemporains, entre guillemets. Si je me trompe pas, il est sorti en 98. Je vérifie juste. 95, pardon. En 95. Et il a été défoncé parce qu'il a été considéré comme pornographique. Alors, comment dire? Oui et non. Il y a peut-être un petit détail que moi je trouve intéressant à donner sur ce film. Enfin, pas sur ce film, mais sur Verhoeven, son auteur. Verhoeven, c'est pas, il est pas d'origine américaine, quoi, hein. Verhoeven, il est d'origine hollandaise, hein. Il est des Pays-Bas, il est d'Amsterdam. Donc, je veux dire, il a une sensibilité européenne sur tout un tas de sujets, et notamment sur les réalités matérielles et sur la nudité. On sait que les États-Unis sont extrêmement puribonds et que eux, ils détestent l'idée de montrer de la nudité. On le sait notamment avec Twitch et YouTube aujourd'hui qui détestent ce genre de choses. Pour eux, directement, c'est de la pornographie. Nudité égale pornographie. Et en fait, c'est pas une évidence du tout pour le reste du monde. Et Showgirls, bah, il parle en fait d'une fille qui arrive à Las Vegas pour devenir danseuse. Et en fait, très vite, elle devient danseuse exotique, de nouveau. C'est pour ça la transition. Et de là, en fait, elle va essayer de percer
dans ce qu'elle considère comme le sommet, et qui est considéré un peu comme un sommet, c'est-à-dire les shows des grands hôtels de Las Vegas, qui sont des shows qui coûtent une fortune, avec des dizaines de figurants, c'est de la danse, hein, ça va être des scènes incroyables. Et elle veut notamment être elle rêve en fait de jouer dans le dernier show du genre qui s'appelle Goddess. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, en voyant ça, de penser, on parle de Goddess, il y a un film qui s'appelle Divine dans cette sélection, hein, voilà. Donc, pour moi, il y a une continuité évidente. Et en fait, c'est un film qui va paraître pornographique pour les gens qui ne regardent pas vraiment le film et qui vont se contenter du fait que ben, la moitié des personnages, par, euh, par logique thématique, vont être à moitié nus, voire complètement nus la plupart du temps, avec parfois ben, des parties intimes visibles. Euh, mais en fait, c'est pas le propos. Le propos, pour moi, c'est de voir en fait l'aliénation au travail en réalité. Que ce soit le travail du sexe et du monde de la danse et tout, des mondes artistiques, mais aussi le travail en règle générale, quoi. Parce qu'en fait, euh, il y a- comment dire, le personnage principal, elle va aspirer à être reconnue dans ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire la danse, et finalement, elle va être aliénée en permanence. Donc au début, elle travaille dans une boîte de striptease, et elle va détester ça, parce qu'elle va avoir l'impression qu'elle s'avilit en fait, et qu'elle montre une mauvaise image d'elle-même. Sauf que ben, elle va réussir à percer dans ce monde de la danse et à briguer ben, du coup un rôle important dans le show. Sauf que ben, en fait, plus elle va avancer et moins elle va retrouver le plaisir de son travail. Et plus elle va en fait être, elle va déjà être toujours fétichisée en fait. D'ailleurs, il va y avoir un moment donné où on va lui dire, ben, est-ce que tu peux participer à cet événement où en fait tu vas un peu faire l'escorte, mais en tant que star du show, mais voilà, c'est juste tu vas être là, tu vas être belle et ça va aller. Et en fait, ben, il y a un implicite là derrière qui est que en fait elle va devoir se prostituer quoi. Et ben, quand elle réalise ça, elle va être très fâchée parce qu'elle a pas envie. Elle a pas envie. Et en fait, c'est intéressant parce que notamment les gens du club de striptease, ils vont retourner la voir. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle a un attachement pour ces gens-là, malgré le fait qu'il y a de la violence, hein, il y a de la violence psychologique dans ce milieu, comme il y a de la violence psychologique dans le monde du travail de manière générale d'ailleurs. Et elle va finalement ben, se rendre compte que c'est intéressant parce que c'est-à-dire que c'est ce genre de scène qu'on voit souvent en défi américain, mais sûrement pas avec le thème de la prostitution. Elle va se rendre compte que ben, les, les, les gens entre guillemets simples qu'elle a connus avant, ben, c'est des gens avec qui elle a des liens très forts, quoi. C'est des gens qui aiment ce qu'ils font et qui aiment bien faire ce qu'ils font. Et elle se reconnaît beaucoup là-dedans et beaucoup moins en fait dans le carriérisme et la violence et les faux semblants et l'hypocrisie du monde qu'elle va peu à peu pénétrer, quoi. D'ailleurs, elle va elle-même s'avilir en se montrant, enfin en faisant un coup bas. Je vais pas trop expliquer, mais elle va saboter la danseuse principale, qui d'ailleurs en fait, au début, en fait, ce qui va faire qu'elle va être reçue dans le show, c'est qu'elle va être recommandée par la danseuse principale. Sauf que la danseuse principale, elle la recommande en fait parce qu'elle a envie de la sauter, concrètement. Elle a envie de la sauter, et donc elle va tout faire pour qu'elle rejoigne le show. Mais au début, elle veut pas rejoindre précisément à cause de ça, parce que déjà, elle veut être reconnue pour elle-même, et elle veut pas, en fait, être fétichisée. Malgré le fait qu'elle fasse de la danse exotique et tout, quoi, elle veut pas être fétichisée. Et ça va être compliqué pour elle de devoir quand même accepter ça, malgré tout. Et puis, il y a d'autres personnages qui gravitent autour de ça. Mais... Enfin, le film est d'une richesse incroyable, donc je préfère ne pas tout dire, parce que simplement, sinon, je suis parti pour des heures. Mais en fait, c'est un film que je trouve incroyable, quoi. C'est un des... alors déjà, en fait, techniquement, il est délirant, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur la colorimétrie qui met en valeur toutes les scènes, et pas seulement les corps, en fait, simplement aussi la beauté des scènes, avec en fait même des plans, enfin, des chorégraphies d'ensemble, mais qui sont parmi
les plus complexes et les plus réussis que j'ai vus au cinéma, quoi. Il y a des trucs de fou, hein. Il y a une scène de la comédie musicale où il y a des dizaines de danseuses sur scène qui se coordonnent et tout, sachant qu'il y a aussi, en plus de la logique de la chorégraphie, il y a la logique narrative du film qui va au-dessus, et puis il y a le travail de, allez, de captage des images qui doit se synchroniser avec ça, donc l'équipe technique derrière et tout. On est en fait face à une performance cinématographique que moi je trouve exceptionnelle, hein. C'est genre allez, la scène de bataille dans le Retour du Roi en dessous de Minas Tirith, quoi. Genre, ce genre de scène avec un tel degré en fait de minutie, de précision, mais peut-être même plus encore parce que là enfin voilà, il y a un travail sur le corps qui est encore plus complexe et plus profond, quoi. C'est pas juste qu'on a balancé 1000 figurants, c'est qu'en fait on a peut-être une cinquantaine de figurants, mais ils sont dans une coordination parfaite, une précision millimétrée, quoi. Donc enfin c'est un film qui est aussi bien formellement que thématiquement exceptionnel. C'est pas un film pornographique. Ok, on voit des parties intimes, ok, il y a des personnages qui dansent sensuellement pendant 2 heures, mais c'est pas ça le sujet. Et d'ailleurs, j'en profite quand même pour dire que très très vite, moi je trouve, on ne fait plus attention à la nudité. Donc ça devient pas. Moi je trouve que c'est pas vraiment un obstacle. Mais par contre, je précise quand même qu'il y a une scène vers la fin du film, une scène de viol que je trouve d'une violence excessive. Et c'est peut-être justement à cause du fait qu'on voit des corps nus pendant des heures et des heures que cette scène est particulièrement violente. Parce que là, en fait, on voit pas forcément tout. Et au contraire, on voit assez peu. On voit juste ce qui est nécessaire. On voit pas, pour parler crûment, on voit pas la pénétration, on voit pas ce genre de choses, mais on voit surtout une personne qui se fait taper dessus, qui se fait complètement attacher, et qui se fait surtout, en fait, c'est une personne qui a du désir, qui a envie que quelque chose arrive, et qui finalement, enfin, qui se fait traiter d'une façon qui fait que ça devient violent, quoi. Et je trouve que c'est aussi une justesse profonde sur le sujet du viol, dans la mesure où, en fait, le viol, c'est pas seulement sexuel, c'est de la violence, de la domination. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui fait que c'est problématique en profondeur, quoi. Et là, justement, on voit la nuance, vu que c'est un film qui est très fortement sexuellement chargé, on voit la nuance entre ce que c'est un viol et ce que c'est le désir, quoi. C'est pas la même chose, il y a même rien en commun, quoi. Ce qui rend la scène encore plus sordide et plus difficile à voir, par contre, hein. Heureusement, c'est une scène qui est très courte et qui peut ne pas être, entre guillemets, je veux dire, si vous voulez voir le film sans voir la scène, il y a moyen de la skipper relativement facilement, quoi. Mais, euh, mais voilà, quoi. Du coup, pour moi, c'est vraiment un très très grand film, quoi. Et c'est un film qui a été méprisé exclusivement pour sa nudité, quoi. C'est probablement un des films les plus justes sur le travail et un des films les plus jusqu'au boutiste des dernières décennies. Et ben, le puritanisme américain l'a juste défoncé, quoi. Donc c'est un film qu'on connaît plus aujourd'hui, quoi. Je veux dire, on connaît d'autres films de son réalisateur, mais celui-là, on le connaît quasiment plus. Il a eu droit à une version restaurée il y a quelques années, qui heureusement l'a sorti un peu de l'oubli. Et on a recommencé à en parler avec un regard un peu plus ouvert. Et maintenant, on commence à dire, ben, en fait, on commence à dire c'est un bon film, lol. Ce qui est évident pour quiconque l'a vraiment regardé, quoi, hein, mais bon. Mais c'est un film qui a été défoncé, quoi. Alors qu'il est incroyable et que son réalisateur est très reconnu, peut-être pas comme un auteur comme d'autres réalisateurs, mais en tout cas comme un cinéaste qui a marqué, quoi. Donc vraiment, Showgirls, c'est un film que je ne peux que recommander chaleureusement si vous avez 18 ans, parce que là, évidemment, je veux pas qu'on dise que je fasse des choses qu'on ne peut pas faire, mais si vous êtes majeur et si voir des personnes nues ne vous dérange pas, ce qui quand même devrait faire partie de... À un moment donné, il faut accepter que pardon, je ne sais plus parler, la nudité, ça fait partie de la vie. Ben dans ce cas-là, allez-y, quoi, regardez Showgirls, c'est très bien Showgirls, c'est incroyable. Voilà, voilà. Donc, je pense que je vais passer directement
Allez, je vais aller vite sur deux trois films sur lesquels je peux aller assez vite. Donc Lancelot du Lac, c'est un film de Robert Bresson, qui est considéré comme un grand cinéaste, qui est un peu particulier. Donc c'est une adaptation du mythe arthurien, mais qui se veut beaucoup plus réaliste que ce qu'on a vu habituellement. Je dis réaliste, vous entendez qu'il y a des guillemets dans ma voix, puisque vous ne voyez pas ma tête et vous ne voyez pas les petits gestes que je fais avec mes mains, parce qu'en fait c'est du réalisme à la Robert Bresson. Robert Bresson, il estime que ce qui est réaliste, c'est de faire jouer des acteurs non professionnels, parce que c'est plus authentique. Ce qui fait paradoxalement que parfois ils jouent comme des culs, quoi, hein, concrètement, on va pas se mentir. C'est ce qui est très perturbant. C'est très perturbant en fait de voir des scènes avec une grande intensité dramatique jouées par des gens qui sont en mode non, Guenièvre, je t'aime, Guenièvre, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Pourquoi notre amour est-il impossible? Je suis Lancelot du Lac, je suis le personnage le plus charismatique du mythe arthurien, je suis le personnage central du film. Non, Guenièvre. Donc voilà, c'est le film, tout le film est comme ça. Donc c'est à la fois théâtral, ce que je trouve pas réaliste personnellement, et à la fois très. Ça fait mal aux oreilles, quoi, concrètement, ça fait mal aux oreilles. Après, de l'aspect réaliste, on le voit dans le fait qu'il peut y avoir quelques scènes de combat un peu brutales, encore que voilà. Et dans le fait qu'il filme en décor réel. Mais alors, en décor réel, genre dans des ruines, quoi. Et ça fait un peu bizarre parce que ça fait un peu foire du trône, hein, on va pas se mentir. Ça fait fête de village et voilà. Donc c'est un film qui est sûrement très sincère par rapport aux intentions de Robert Bresson. Mais bon, personnellement, je suis pas rentré dedans. En fait, on dirait un épisode de Camelot, mais il n'y a pas de chute à la fin. Je pense que c'est la meilleure façon de le résumer. Et donc, je pourrais difficilement vous recommander de voir ce film de Robert Bresson, même si c'était sûrement un projet que lui voulait absolument faire, quoi. Alors, un autre Français, Jacques Tati. Là, on a un film qui est assez connu, hein, Les Vacances de Monsieur Hulot. C'est un film qui a été, qui a vraiment propulsé son réalisateur. Donc, ça raconte quoi? Ça raconte un gars qui part en vacances, qui s'appelle Monsieur Hulot. Et voilà, c'est tout le film. Mais donc, c'est une série en fait de scénettes humoristiques qui en fait vont donner un tableau assez intéressant de ce monde-là, quoi. Il faut se dire que que dans les années, je sais plus, c'est en 48, je pense, les vacances de Monsieur Hulot, ou dans les années 50. J'avais noté ça, mais 53. 53. Bref mais efficace, oui, oui, oui. Donc en 53, le, allez, le style de vie du travailleur qui va en vacances tous les ans sur la côte et tout, c'est quelque chose qui commence à exister, mais ça reste quand même relativement du domaine de la nouveauté, quoi, hein. Ça existait pas tant que ça avant, quoi. Donc en fait, avec les vacances de Monsieur Hulot, on découvre tout un univers qui était souvent avant réservé aux bourgeois, hein. Tout un univers qui est issu des vacances, qui est issu de l'oisiveté, à travers donc ce personnage qui c'est un gaffeur, quoi, hein. C'est un peu l'ancêtre de Mr Bean et compagnie. Euh, donc avec un jeu qui tient beaucoup du mime et de la pantomime. Et en fait, c'est juste très très plaisant à voir. C'est rigolo. C'est avec plein de petites innovations parce qu'on voit que Jacques Tati, en fait, il essaye de créer des choses vraiment originales. Il y a beaucoup de. Il y a un lien fort en fait entre l'image et le son, quelque chose qui est assez particulier chez lui, en tout cas dans ce film-là. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a un gag que moi, c'est le premier qui m'a vraiment bien fait rire. C'est à la gare. C'est peut-être parce que ça parle de moi, ça parle à mon vécu. En fait, il y a l'annonceur qui crie dans son haut-parleur. Il annonce en fait les voies d'entrée en gare du train. Et en fait, on voit les foules, mais à chaque fois, il se trompe en fait, et il donne une autre voie. Donc, on voit de loin, on voit les voyageurs qui se ruent d'une voie à l'autre à chaque fois qu'ils changent d'avis. Et donc, c'est ce genre de gag-là qu'on a.
Et alors un gag qui est intéressant aussi, qui est un peu un truc récurrent dans le film, c'est qu'il y a une porte d'entrée à l'auberge où réside Monsieur Hulot, où en fait, pour annoncer l'entrée des gens dans l'auberge, il y a un élastique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand la porte vient frapper l'élastique, ça fait toing. Et donc en fait, ce son, il est là en permanence pendant le film. Il y a parfois des moments où on l'entend ben, genre une vingtaine de fois sur une scène, quoi, hein. Et en fait, il vient complètement, à chaque fois, sortir de la scène et il vient perturber, en fait. Et je trouve ça intéressant. Et il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a aussi les annonces en haut-parleur euh, sur la plage. Il y a un personnage qui n'arrive pas à se détendre et qui est un espèce d'étudiant très politisé, qui est plutôt à l'extrême gauche, qui, qui, euh, qui encourage, qui exhorte en fait la personne avec qui il est euh, à se concerner finalement à ce qui se passe en dehors du monde. Et il y a cet étonnant décalage entre le monde, la société et puis ce monde du vacancier, quoi. Donc c'est un peu ça dont parle le film. C'est très difficile de le résumer parce que mine de rien, en fait, vu que c'est un film avec plein de scénettes qui sont des petits sujets différents, même s'ils s'articulent autour d'une histoire principale, qui est très très pauvre, hein, l'histoire principale, bah, du coup, en fait, c'est extrêmement riche, hein. Les films avec plein de petites scénettes comme ça, c'est souvent des films qui ont beaucoup plus à dire qu'il n'y paraît. Donc franchement, ça vaut la peine d'être vu, ça vaut la peine d'être redécouvert, et c'est pas moi qui le dis, je veux dire, c'est un classique absolu du cinéma français, quoi, hein. Peut-être que ce serait bien, donc, du coup, de parler très vite de Meaning of Life, qui est un des films... Oui, on dirait la SNCB à BXL Nord, effectivement. Je suis assez d'accord. Meaning of Life, c'est aussi un film à sketch. C'est un film des Monty Python, qui est peut-être un des principaux, on connaît très bien forcément Sacré Graal, on connaît très bien forcément aussi Life of Brian, on connaît presque pas la première feuille des Monty Python, qui est un film qui est en fait une mise en long métrage de sketch télévisuel des Monty Python. Et on connaît aussi relativement peu Meaning of Life, en tout cas un peu moins que les principaux, qui est le dernier des films principaux des Monty Python. Donc cette fois-ci, ouais ça va, pas de problème Lise, on fait comme ça. Donc, Meaning of Life, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est pas narratif, contrairement à Life of Brian ou Holy Grail, le Sacré Graal. C'est un film, en fait, c'est une série de sketchs qui vont parler du thème de la vie, du sens de la vie. Et c'est un film que j'avais déjà vu par le passé, hein. Je l'ai revu avec des gens de ma famille, et je l'ai trouvé en le revoyant, moi j'avais déjà adoré la première fois, mais je le trouve vraiment incroyable. En fait, il s'ouvre avec une scène qui fait partie, je pense, de mes scènes préférées du cinéma, qui est une scène où en fait il y a plein de personnes âgées qui travaillent dans un bureau, qui sont complètement aliénées par le travail en réalité, et il y en a un d'eux c'est une banque, hein, il me semble, il y en a un d'eux qui se fait virer. Et c'est la goutte de trop. Ils pètent tous un câble et ils commencent à attaquer les managers qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux. Et quand je dis les attaquer, c'est en fait ça se transforme peu à peu en scène de piraterie. Et donc ils prennent en fait le contrôle du bureau et ils jettent par la fenêtre les managers. Et ils commencent un peu à se donner des looks de pirates et tout. Et en fait ils décident de hisser la grand voile. Et alors, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a, visuellement, c'est un truc de fou. Il y a un échafaudage, en fait, sur le bord de l'immeuble, avec des toiles, du coup, qui recouvrent l'échafaudage. Et en fait, ça ressemble un peu à une grand voile. Et en fait, ils décident, en fait, de partir à l'aventure. Et c'est là où, en fait, il y a un côté très surréaliste. C'est, c'est, ils disent larguer les amarres. Ils arrachent, en fait, il y a des chaînes qui relient le bâtiment au sol. C'est un petit peu un truc artistique comme ça.
Enfin, j'ai déjà vu des bâtiments comme ça. Et en fait, ces scènes s'arrachent du sol et il y a une encre qui s'arrache du sol. Et je pense, c'est la scène la plus. C'est l'effet spécial le plus dingue du cinéma. Moi, je sais pas comment ils ont fait ça. C'est hallucinant, ça a l'air vrai en fait. Ça a l'air vraiment vrai. Et alors, le bâtiment se met à voguer. Et c'est magnifique. Rien que cette scène est magnifique. C'est complètement délirant. Et voilà, je passe le reste de la scène parce que ça dure quand même encore pendant un certain temps, il se passe d'autres choses. Mais c'est l'introduction du film et rien que ça en soi, ça mérite de voir Meaning of Life. Par pitié, voyez ce film. Ce film est incroyable. Et après ça, c'est une série de sketchs sur la vie. Ça débute de l'enfance jusqu'à la mort. Il y a quelques-uns, il y a quelques-uns des sketchs les plus insolents de l'histoire de l'humour en fait. Il y a des trucs. Il y en a un par exemple, c'est une chanson sur le fait que chaque spermatozoïde est sacré, qui est une critique en fait du catholicisme et de la façon dont est traité le prolétariat qui est aliéné à être des travailleurs reproducteurs pendant que la petite enfin la petite là pendant que la bourgeoisie protestante anglicane vit dans le luxe et le mépris des classes laborieuses, quoi. Et c'est incroyable, ce sketch est délirant. Et je pourrais pas dire lequel enfin, je pourrais pas décrire tous les sketchs du film. Tout le film est bourré à craquer de scènes plus dingues les unes que les autres, quoi. Pour moi, même si j'aime beaucoup les trois autres, et particulièrement Sacré Graal et Life of Brian, je trouve Meaning of Life complètement incroyable. C'est un film délirant, quoi. Donc franchement, il faut voir les Monty Python, il faut voir celui-là, il faut voir les autres. C'est des films. C'est surtout qu'en fait, je trouve que c'est des films qui sont très sous-estimés, quoi. On a tendance à dire que c'est de l'humour, c'est de la comédie, c'est des très bons sketchs et tout, mais en fait, c'est aussi simplement, d'un point de vue du cinéma, des films extrêmement riches, aussi bien thématiquement que formellement, quoi, hein. Vraiment, quoi. Donc franchement, un de mes films préférés, je pense, de tous les temps. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, il me reste le charme discret de la bourgeoisie. Et alors, les deux Bruce Lee ici. Je vais commencer par le charme discret de la bourgeoisie. Comme ça, je laisse les deux autres pour la fin. Donc, c'est un film de Luis Buñuel, donc réalisateur espagnol engagé, plutôt qui ne cache pas sa sympathie avec la gauche communiste. Ok, Lise, je sais pas si tu vas continuer à écouter ou pas. Du coup, je suppose que non. Je te souhaite une excellente soirée. Et je vais conclure ici avec les films. Je vais continuer les trois derniers films qui restent. Donc, passe une très bonne soirée et à très vite. Voilà, voilà. Donc, je vais continuer ce que je dis. Donc, Le charme discret de la bourgeoisie de Buñuel. C'est un film surréaliste hein, qui parle en fait d'un groupe de bourgeois. Il y a plusieurs classes qui sont représentées. Il y a un militaire, etc., etc. Et cetera. Et en fait, ils vont traverser une série de scènes toutes plus surréalistes les unes que les autres, alors qu'ils essayent en fait de manger. Ils essayent de faire un bon repas, et en fait, ils arrivent jamais. Il y a un truc absurde qui se produit à chaque fois. À un moment donné, ils vont à un resto et ils découvrent en fait que derrière une tenture, il y a les gérants du resto sont en train de faire le deuil du gérant qui est décédé en fait. Et donc ils sont en train de faire la veillée funéraire. Il y a aussi une scène où ils se rendent compte qu'ils sont en réalité sur une scène de théâtre. Enfin, il y en a une où il y a une révolution qui se déclenche. Enfin, je peux pas. C'est vraiment très difficile d'expliquer le film dans son entièreté, mais c'est un film qui vraiment va parler va parler de ces bourgeois qui essaient malgré tout de manger et qui vont être en permanence empêchés. Donc il y a plein en fait d'interprétations de ce film. C'est un film qui est très connu, qui est bourré d'analyses sur Internet. Donc je vais pas développer en profondeur dessus. C'est un film à voir, franchement. Pour voir un petit peu ce que c'est le cinéma absurde et pour voir ce que fait un peu Buñuel, c'est vraiment intéressant. Mais donc voilà, peut-être simplement ce que je peux dire, c'est qu'il faut le regarder
parce que c'est un peu un précurseur de choses qui se sont faites après. Donc je pense notamment à Quentin Dupieux. Si vous aimez bien ce que fait Dupieux, bah, il y a clairement du Buñuel dans ce que fait Dupieux, hein, c'est indéniable. Il faut le voir aussi parce que bah, le propos est intéressant. Ça va parler en fait finalement de comment est-ce que ces bourgeois ils vont gérer toutes ces situations impromptues, comment ils vont malgré tout garder bah, ce charme de la bourgeoisie finalement, hein. ce côté, euh, ce côté ah, bon voilà, comment est-ce qu'on fait maintenant quoi. Comment en fait ils sont complètement détachés des réalités en fait du monde réel. Et donc voilà, ça c'est le charme discret de la bourgeoisie. Alors, je vais parler peut-être de La Fureur de vaincre et de Big Boss, qui sont deux films de Lowey, qui sont les films qui ont fait connaître Bruce Lee. Ce sont des films bah, que j'aime beaucoup. Big Boss, c'est le premier des deux, et je pense que c'est le premier. Enfin, oui, c'est le premier de Bruce Lee, mais je pense que c'est aussi le premier de Lowey. C'est un film qui va en fait parler d'un gars qui arrive dans une concession minière, si je ne me trompe pas, pour y travailler. Sauf qu'en fait, bah, tout se passe bien au début, mais il loge chez des frères qui vont. Il y en a un d'entre eux qui va se faire assassiner par le patron. Parce qu'en fait, il y a aussi. En fait, derrière ce truc-là. Non, c'est pas une exploitation minière, qu'est-ce que je raconte? C'est un truc de glace en fait. Ils extraient des blocs de glace. Et en fait, dans ces blocs de glace, le patron cache de la drogue. Mais ça, ils le savent pas. Et en fait, le film va surtout montrer ce qui est le principal sujet. Ça va être bah, des travailleurs qui vont essayer de retrouver le mec qui a été assassiné. Et notamment, bah, ce personnage incarné par Bruce Lee, vu qu'il est extérieur et tout, il va vraiment essayer de ne pas se laisser atteindre par tout ce qui se passe. Et il va essayer de retrouver le mec disparu. Sauf que bah, il est balèze, il est dangereux. Donc le patron, il va essayer de le séduire, entre guillemets. Donc il va le convaincre, il va lui donner un poste à responsabilité. Il va le présenter à son équipe. Il va lui envoyer des filles qui doivent le séduire, etc. Et bah, il va se laisser plus ou moins influencer pendant un certain temps, sauf qu'évidemment, il va finir par remettre tout ça en question. Mais donc, en fait, vraiment, au centre du film, il y a ce truc la traîtrise, par orgueil et par séduction. La traîtrise, en fait, bah, d'un mec du peuple par une instance corrompue, quoi. Ça montre comment, en fait, peut se créer une espèce de classe intermédiaire, comme ça, de traîtres. Et La Fureur de vaincre, c'est un film délirant en fait, hein. C'est vraiment un film d'un point de vue cinématographique qui est d'une richesse incroyable. Donc en fait, ça va parler de d'un clan chinois d'un clan de boxeurs, de pratiquants de kung-fu, qui vont se faire mépriser et défier après la mort de leur maître, en fait, par des Japonais. Des Japonais qui occupent le territoire, hein. Donc en fait, c'est à Shanghai. Et à cette époque-là, c'était sous domination japonaise. Il y avait en fait ce qu'on appelait la concession internationale, où il y avait différentes personnes qui vivaient, et où les Chinois en fait avaient assez peu de poids face aux étrangers, et particulièrement aux Japonais. Et donc en fait, ils vont se faire harceler et mépriser par les Japonais, et à un moment donné, ils vont en avoir un peu ras-le-bol. Et le personnage de Bruce Lee, ben, comme ils ont manqué de respect aux maîtres et tout, et surtout à leur mode de vie, il va aller ben, concrètement leur péter la gueule. Donc il va arriver au dojo des Japonais et il va juste tous les défoncer. Donc il y a une scène très très connue ben, qui est représentée ici, où on le voit avec je sais plus comment ça s'appelle, mais on le voit qu'il va vraiment leur défoncer la gueule, quoi. Et c'est une scène assez incroyable. Et plus ça va, et plus en fait il va mettre en danger les autres par orgueil, quoi. Parce que les autres ils disent, bah, il faut. Le kung-fu, c'est pas seulement un art martial, c'est aussi bah, une philosophie, une façon de voir le monde. Et
on ne se bat que si c'est absolument nécessaire, il faut se défendre, etc., etc., uniquement sur la défensive. Et lui, il a le sang chaud et il supporte pas ça, quoi. Mais en fait, il va découvrir que en fait, son maître il a été assassiné par des gens qui travaillaient pour les Japonais. Donc il va péter un câble, il va flinguer les personnes qui sont responsables de la mort du maître, mais du coup il va être considéré comme un criminel et il va s'enfuir. Et pendant qu'il est en fuite, il va finalement décider à un moment donné d'aller régler l'affaire une bonne fois pour toutes et d'aller confronter les Japonais. Et voilà, on va dire que c'est en gros le film, parce que j'ai pas envie de raconter tous les tenants et aboutissants. Mais en fait, déjà, d'un point de vue thématique, ce qui est intéressant avec le film, c'est que il va montrer, ça va être un peu un témoignage en fait de finalement des gens du peuple, des gens du peuple qui se font humilier et mépriser. Donc c'est un peuple occupé en l'occurrence, le peuple chinois occupé en l'occurrence. Et il va montrer en fait une forme d'orgueil, mais de fierté, mais de juste fierté en fait finalement. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, la violence qui est montrée qui est incarnée par le personnage de Bruce Lee, c'est une violence qui est méprisée par ses pairs, mais qui au fur et à mesure du film va se montrer comme de plus en plus justifiée, parce qu'en fait en réalité, notamment les policiers chinois ne font rien pour les aider alors qu'ils sont dans leur bon droit et ils se laissent berner par les Japonais parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Et en fait, à travers les combats de Bruce Lee, ce qui est mis en évidence, c'est la technique dans tous les sens du terme, martiale, ici en l'occurrence, qui fait que, en tant que grand pratiquant, de quelqu'un qui est fier de ce qu'il sait faire, il est capable en fait de, de changer le monde, et il est aussi capable surtout il a le droit de se défendre et de remettre en question la domination de ceux qui dominent pour des raisons injustes, quoi, en fait. Ça va être thématiquement au niveau du film. Et, euh, et je trouve ça vraiment, en fait, c'est très très beau, quoi. Le jeu de Bruce Lee à ce niveau-là est très intéressant parce qu'il n'a pas ce côté très très lisse qu'on trouve dans les productions américaines, notamment. Du héros qui est sans peur et sans reproche, qui est idéal, qui a une noblesse qui lui donne le droit en fait de tabasser les gens, hein. Genre Batman, il a le droit de tabasser les gens parce que c'est un bourgeois. Ici, il n'a pas le droit de tabasser les gens, mais en fait, il le fait quand même. Et alors, il fait des mimiques qui respirent le mépris et l'orgueil. Il montre qu'il est plus fort que les autres, il leur envoie ça dans la face. Parce qu'en fait, le fait d'être plus fort, ça découle de son travail et de ses qualités. Ses qualités, en fait, transparaissent dans son art martial qui transcende la réalité, quoi. Et donc c'est quand même c'est hyper cool et c'est vraiment très très beau à voir avec des scènes qui sont exceptionnelles, même si on peut quand même le dire, entre-temps, après Bruce Lee, il y a eu plein d'autres grands films d'arts martiaux hongkongais qui ont un petit peu qui a un petit peu remis en question, on va dire, ce qui se faisait déjà chez Bruce Lee, mais c'est déjà exceptionnel en fait ce qu'il faisait pour l'époque, quoi. Alors d'un point de vue technique, ce qui est intéressant, c'est que les films de Loewe, ils sont très classiques visuellement, donc notamment je parlais de la règle des tiers tout à l'heure, ici il l'applique toujours, mais il l'applique d'une autre façon, mais il en fait plein de choses en fait narrativement. C'est-à-dire que souvent, on va avoir par exemple Bruce Lee qui va débarquer dans une pièce dans un des tiers, et puis les deux autres tiers occupés par les occupants de la pièce qui sont du coup en grand nombre, et du coup il paraît très petit à côté, donc il y a un différentiel de puissance qui est montré entre les deux. Et puis, il y a aussi les scènes de combat. En fait, on va sentir l'évolution du combat à travers la façon dont les tiers vont être occupés par les personnages, quoi. Il y a un personnage qui, va, par exemple, prendre toute la place dans deux tiers et un qui va se retrouver isolé, etc. C'est des choses qui peuvent arriver dans ces films-là, quoi. Et ça va aller jusqu'à signifier plein d'autres choses, quoi, au fur et à mesure du film. Des deux films d'ailleurs, parce que dans Big Boss, il y a aussi les tentatives. Et ça va aussi servir à la spatialisation, où en fait on va voir qu'il y a un personnage qui va arriver au fond de l'écran, au milieu du tiers, du tiers central, et puis on va avoir un personnage à l'avant-plan, par exemple à gauche,
Et puis, en fait, le personnage à l'avant-plan à gauche, il regarde vers ce qui se passe à droite, qui est en fait devant lui. Et donc, ça va être en fait un autre personnage, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, en fait, on va voir la façon dont vont se succéder les parties de la scène en fonction de l'entrée des personnages. Donc, plein de petites, je vais pas dire originalités, parce que c'est des choses qui ont beaucoup été reprises après, qui ont déjà été faites avant aussi d'ailleurs. Mais en fait, vraiment une maîtrise très clair, même si c'est fort académique, des règles de composition de l'image. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre. Enfin, c'est aussi pour ça que ces films sont bien. Ce sont des bons films d'arts martiaux, pas seulement parce que Bruce Lee est balèze, mais aussi parce qu'en fait l'action est très lisible et parce que le sens des combats est très lisible aussi. On comprend immédiatement en fait les logiques de rapport de force, les logiques d'opposition, les thèmes à travers en fait simplement l'occupation de l'espace. Et d'ailleurs, en fait, tout ce que je dis là, bon, je l'ai un peu dit à ma sauce parce que ça fait très longtemps que j'ai plus vu ça, mais il y a, si je ne me trompe pas, un épisode de Every Frame a Painting, qui est une émission YouTube assez connue de cinéma, qui est juste très très bonne. Et il y a un épisode qui porte notamment sur les combats au cinéma, et il me semble, je le dis de mémoire, mais qu'il parle de ça dans les films de Lowery, notamment parce que, ben, comme je le dis ici, c'est très intéressant de les voir à ce niveau-là, quoi. Donc ici, je montre pas d'extrait ni rien, parce que vous vous rendez compte que ici je parle de genre 30 films. Je peux pas parler de 30 films avec des extraits dans un format de stream comme ça. Peut-être que par la suite, à l'occasion, j'essaierai. Ici, c'est plus en mode les films que j'ai vus ce mois-ci. Donc c'est plus, on va dire, lifestyle, vlog ou je sais pas quoi. Mais je pourrais faire des trucs thématiques où je développe un peu plus avec quelque chose de plus construit, etc. à l'occasion. Donc, franchement, pour résumer ça, ces deux films-là, je vous les recommande chaleureusement, particulièrement La Fureur de Vaincre, qui est un très beau film visuellement et thématiquement. Et je trouve ça intéressant, même si je ne suis pas le premier à le dire, hein, ça a été beaucoup dit, mais de redonner à ces films-là un petit peu une forme de valeur. Parce qu'ils ont tendance à être méprisés, parce qu'ils sont populaires, et je trouve ça un peu nul. Après, voilà, je veux dire, je pense pas non plus qu'il faille. En fait, j'aime pas l'idée qu'on puisse dire qu'il y a du cinéma d'auteur et des trucs qui sont pas du cinéma d'auteur. Parce que je trouve que c'est assez pauvre en fait. Généralement, quand on dit cinéma d'auteur, ben on dit en fait le gars il a mis dans le cinéma du sens, il a mis une vraie patte d'auteur. Mais en fait, on peut dire ça de pratiquement tous les films. Hein. Je veux dire, même Mortal Kombat, qui est ici quelque part et qui est considéré universellement comme un mauvais film pour de bonnes raisons, ben Mortal Kombat, il y a des choses intéressantes dedans. Parce qu'en fait, ben, ça dit beaucoup de choses en fait sur la vision du monde de son auteur. Ça dit beaucoup de choses aussi sur l'époque où le film a été réalisé. Ça dit beaucoup de choses sur les intentions. Et parfois, les intentions, c'est juste de faire de l'argent. Mais alors, comment est-ce qu'on fait de l'argent, etc., etc., quoi. Le rapport entre l'industrie, la représentation, le monde réel et tout ça. Il y a toujours, en fait, plein de choses à dire d'un film. Même Cobra Woman, qui est un film que, en fait, c'est, à mon avis, le film que j'ai le moins aimé dans la sélection. Il y a des choses à en dire, quoi. Il y a des choses intéressantes à en dire, et c'est intéressant de savoir pourquoi on regarde un film, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce que ça nous apporte, quoi. Et ça, ben, que ce soit des films de Bruce Lee, ou des films à la con comme Mortal Kombat, ou alors des films d'auteur, comme les films d'Orson Welles ou de Max Ophuls, ben, on trouve partout, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu ça que je voulais mettre en avant avec cette sélection-là. Et je me rends compte que du coup, j'ai pas parlé de Nashville. Donc je vais conclure rapidement sur Nashville, qui est un film de Robert Altman. Nashville, c'est un film qui parle de quoi? Qui parle en fait de la ville de Nashville aux États-Unis, qui est une ville qui est très connue en fait pour être un espèce de centre musical. Euh, voilà, il y a beaucoup de grands shows musicaux qui ont eu lieu. Et donc en fait, le film parle de ça à travers en fait juste 24 personnages. Alors, ça a l'air pas beaucoup, mais 24 personnages dans un film, personnages, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un rôle d'agent dans le film. C'est énorme, quoi. Hein. Donc, c'est un film qui fait 2h40 quand même, rien que ça.
Et donc, il y a des scènes qui se succèdent les unes aux autres. En fait, c'est une fresque, hein. C'est une fresque d'époque, notamment. Et Alexa, tais-toi. Je sais pas ce qu'elle dit, mais voilà. Et donc, en fait, ce film, ce qui est intéressant, je suis désolé, je viens d'être perturbé parce que j'étais en train. Il y a l'affiche à côté de Magnificent Ambersons. Donc, et je vois en fait ici qu'il y a la signature, j'avais pas fait attention, mais apparemment le poster a été dessiné par Norman Rockwell, qui est un caricaturiste très influent de l'époque. Mais j'en parlerai peut-être à l'occasion en fait. Mais donc voilà, j'ai été distrait par ça. Donc voilà, Nashville, c'est une fresque d'époque qui est une satire de la société américaine, qui dit plein de choses en fait. Donc on va voir, il y a 1 heure au total répartie dans le film de numéros musicaux. Donc c'est dire à quel point le film est massif. Et c'est un film, quand il est sorti, c'est intéressant parce qu'il y a aussi la promotion du film qui est présente dedans, qui, euh, qui est présenté vraiment comme un gros produit commercial, qui est censé plaire à tout le monde, être très consensuel et tout. Et moi, je trouve qu'il l'est pas du tout, hein, Nashville, il n'est pas consensuel. Hein. Il y a plein de trucs. Déjà, en fait, pendant tout le film, il y a un candidat au présidentiel qui en fait, a un haut-parleur dans une voiture et qui harangue en fait la ville en dénonçant en fait le système américain. Donc en disant, ben voilà, il y a une élite en gros qui vous tond la laine sur le dos et vous laissez faire. Il faut changer ça. On peut avoir un parti de rupture, un parti qui va remettre ben, la population aux commandes et qui va virer les connards. Et en fait, il dit plein de choses hyper intéressantes, le gars, mais il traverse la ville dans l'indifférence totale, notamment dans l'indifférence totale du scénario, quoi. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, les autres, ils vivent leur vie, ils s'en foutent, et donc il va y avoir des personnages qui vont être des musiciens, notamment, un personnage notamment très excentrique et très méprisant, il va y avoir aussi des personnages d'idoles, chanteuses, qui vont avoir un rôle important aussi, et donc il y aura plusieurs genres musicaux qui vont être mis en scène. Euh, et en fait, il va notamment avoir, moi, une scène qui m'a beaucoup marqué. C'est une chanteuse dans un cabaret qui va, en fait, qui chante extrêmement mal. Et donc, elle est venue à Nashville pour vivre son rêve américain, quoi. Pour être reconnue, repérée, admirée. Et donc, elle va pousser sa chanson. Et en fait, tout le monde va se foutre de sa gueule parce qu'elle chante mal, quoi. Mais en fait, tout ce qu'ils veulent, ils vont lui crier dessus, ben, ils vont l'inciter et lui dire fous-toi à poil, fous-toi à poil. Et donc, elle va finir ben, par se déshabiller petit à petit pendant la scène, assez lentement, pendant qu'elle essaie quand même de continuer à chanter et à essayer de continuer à occuper. Et finalement, en fait, elle va être complètement objectifiée, quoi. Et en fait, c'est ça que je pense que c'est ça que le film montre le mieux, je trouve, et c'est sans doute ça qu'il veut dire, même si c'est pas la. On dirait, c'est marrant parce qu'en fait, on dirait vraiment que le public américain voit délibérément ce qu'il veut voir. C'est-à-dire, il voit délibérément ben, le côté, grande fresque américaine avec des chansons et des machins et des trucs, et regarder comme on est américain, comme on est géniaux, alors que le film leur chie à la gueule, quoi, concrètement. Il leur dit, mais vous êtes des connards, vous voyez que les apparences, alors que derrière, il y a une réalité sordide. Le film dit ça en permanence. Et ils continuent, quoi. Ils apprécient quand même le film premier degré, malgré ça, quoi. Et d'ailleurs, la scène finale du film, c'est quelqu'un qui se fait flinguer. On est quelques années après l'attentat de Dallas où John Kennedy s'est fait assassiner. Et donc, il y a une chanteuse, si je ne me trompe pas, je ne sais plus trop, mais qui se fait tirer dessus sur scène. Et en fait, il y a un mec, il y a le producteur, il me semble, qui s'énerve et qui fait. Parce qu'en fait, c'est tout le monde qui panique dans le public. Et il fait ah, arrêtez de paniquer, ici c'est Nashville, c'est pas Dallas. Et donc, et les gens se mettent du coup à s'arrêter, ils s'arrêtent et ils se mettent à chanter. Ils se mettent à chanter une chanson qui. Attendez, je me souviens plus des paroles, mais c'est très intéressant. Pourtant, parce qu'en fait, c'est des paroles qui reviennent en boucle, hein, simplement. C'est pas une longue musique. Et donc, les paroles, c'est It don't worry me. Donc, ça ne m'inquiète pas. Et donc, en fait, ils sont en mode, ils chantent pour se rassurer. Donc, ils chantent cette musique qui dit ça ne m'inquiète pas. En gros, tout va bien. Grâce à la force de notre chant, de notre passion, et tout va bien se passer. Tout se passe bien. Il faut qu'on continue à y croire.
Et en fait, c'est terrible parce qu'on a vraiment ce paradoxe américain qu'on connaît bien, quand même, on le voit hein, de l'extérieur. C'est que ils ont cette propagande omniprésente de rien ne peut nous arriver, notre modèle de vie c'est la liberté. Il y a que les Américains qui croient que leur modèle c'est la liberté, mais bon voilà. C'est la liberté, tout va bien, il suffit d'y croire et il faut continuer à chanter. Et ils continuent leur truc alors qu'en fait tout se pète la gueule quoi. Il y a les gens qui croient en leurs rêves, ben, ils se font objectifier, déshabiller. Les gens qui veulent changer le monde, ils sont traités par le mépris et l'indifférence. Et quand il se passe un événement dramatique, ben, on continue à chanter, on chante de plus belle. Ça, c'est ça que montre le film. Et plein d'autres choses, hein, parce que là, j'ai parlé que de quelques éléments, mais il y a plein d'autres choses à relever dans le film. Et du coup, on a vraiment ce décalage entre premier degré de ah, regardez, on est les Américains, on est cool, et second degré qui est mais en fait, on se fout de votre gueule, hein, vous êtes complètement con, vous passez à côté de l'essentiel, vous avez droit dans le mur. Et c'est terrible parce qu'en fait, c'est un film qui est, je trouve, profondément dépressif. Parce que bah, il est pas optimiste, quoi. Hein. L'optimisme, il est symbolisé par ce gars qui crie dans son haut-parleur ben venez, on va changer les choses et tout. Et il se fait juste traiter de populiste et complètement ignoré. Pendant que les Américains chantent. Moi, je pense qu'on peut être. Enfin, je pense que c'est triste de s'enfermer dans une vision pessimiste, hein, personnellement. Mais c'est intéressant, en fait. C'est intéressant de voir ce portrait. Il faut pas voir ça comme du militantisme, mais plutôt comme un portrait ben, de la société américaine qui est dépressive et dans un déni total, en fait, de ses problèmes, quoi. Donc, c'est quand même une critique qui est vachement acerbe. Et c'est un peu étonnant que ce soit vu comme un monument du cinéma américain par les Américains eux-mêmes qui n'arrivent pas à se mettre en tête que à un moment donné il faut se réveiller quoi. Et évidemment moi personnellement je pense pas que c'est alors que je suis un expert en cinéma notamment je pense pas que en fait on change le monde à travers le cinéma ni à travers d'autres arts de ce style-là. Ça peut servir de révélateur, de remise en question, etc. Mais c'est pas un geste de changement de la société, quoi. C'est comme si, enfin, une chanson ne change pas la société d'ailleurs, hein, comme Nashville le dit d'ailleurs très très bien. C'est pas avec des idées qu'on fait bouger les choses, c'est avec des gestes, quoi. C'est évident, c'est de la logique de base. Même si on vit dans une société qui a un petit peu essayé de nous faire oublier ça. Mais pourtant, ben, c'est intéressant pourtant de regarder des films et de se nourrir d'une culture de remise en question parce que ça nous habitue en fait à ne pas voir qu'une seule que simplement de la propagande quoi parce que sinon qu'est-ce qu'on fait ben, on finit par voir que des films pro américains des machins comme ça des choses qui nous disent que justement tout va bien il faut pas s'inquiéter et du coup c'est mieux de remettre en question même si c'est pas suffisant quoi mais c'est intéressant parce que le film parle de ça c'est-à-dire que le film fait ça et parle de ça il dit ben en fait le monde ne va pas changer juste parce que on veut croire très fort qu'il va changer il va changer quand on va se bouger le cul et tout en étant très très conscient qu'il est coincé dans le statut de film qui est lui-même ben, transformé en objet culturel monétisé, marketing par le système hollywoodien, quoi. Donc, c'est un film ça fait réfléchir, hein, comme dirait l'autre. Ça fait réfléchir. Mais c'est fascinant, c'est un beau film avec plein de beaux morceaux musicaux et avec ce côté dépressif cette espèce de... Il y a un côté en fait, comment dire, comment il s'appelle ce film? Don't Look Up. Il y a un côté de Don't Look Up très très fort. On pourrait presque se dire que Don't Look Up c'est un peu un remake de Nashville parce que parce qu'il y a ce côté, vous avez droit dans le mur. Si juste vous le reconnaissiez, ben, vous pourriez un peu bouger, mais vous vous obstinez à vous mettre des œillères quoi. Et donc voilà, c'est pas en le disant que ça va mieux, mais c'est toujours mieux de le dire que de pas le dire quoi. Donc voilà, c'est c'est toutes les contradictions de Nashville que je recommande beaucoup, même s'il faut se farcir quand même 2h40 de film, quoi. Hein. Pas évident. Et ça conclut ben, mon tour d'horizon de tous ces films. Et donc ma conclusion un petit peu ben, de tout ça, c'est de ne pas s'arrêter
au jugement de valeur. Simplement. C'est ça que je voulais dire avec cette sélection particulière du film. On verra aussi les autres, hein. Ce sera des sessions moins longues parce qu'il y a moins de films. Le gros morceau, c'était vraiment cela. Et vraiment, c'est une façon de vous encourager en fait à pas dire. Il y a des choses qui sont objectivement bien, et des choses qui sont objectivement mauvaises. Il y a juste des fragments en fait de réalité qui sont et de sincérité, de vérité qui sont enchâssés dans du cinéma quoi. C'est ça le cinéma, hein. C'est des morceaux de réel qu'on a collés ensemble quoi. Et donc peu importe que ce soit des films de kung-fu ou alors des films censurés par la critique parce qu'ils ont été trop vite qualifiés de pornographiques, des adaptations théâtrales ou quoi que ce soit d'autre, en fait, on est toujours en face de quelque chose à relever, de quelque chose à trouver, quoi. De quelque chose. Ça peut toujours. En fait, je pense que presque tous les films. Et là, bon, je dis ça, mais c'est marrant parce que j'ai vu un live récent de Karim Debache qui disait sensiblement la même chose. Voilà, c'est pas de la répétition ou du plagiat. J'ai été très influencé par Karim Debache quand je l'ai découvert il y a pas mal d'années. Mais voilà, surtout parce qu'en fait, son propos m'a énormément parlé. Et donc, je me le suis approprié au fil de mes études, notamment, et de mes recherches personnelles. Même si je dis pas toujours la même chose que lui. Mais il y a, là, il disait récemment, en fait, tous les films peuvent vous dire quelque chose, que ce soit sur le cinéma, que ce soit sur la société, que ce soit sur plein de choses. Tout le monde peut y trouver quelque chose pour soi-même. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des critiques pour vous dire la bonne façon de penser, qui sont les bons réalisateurs, qui sont les mauvais. Faites-vous votre propre avis et surtout essayez, ne partez pas avec simplement comme boussole qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Dites-vous, qu'est-ce que ce film m'a fait remettre en question, quoi. Qu'est-ce que ce film m'a apporté. Parce qu'il y a des films qui vous apportent... c'est très rare d'avoir un film qui vous apporte rien. Et dans tout cela, moi, je pense que sincèrement, il n'y en a pas, quoi. Je pense que vraiment, comme je disais, et ça j'en parlerai l'autre fois, celui qui était le plus proche de ça pour moi, c'était Cobra Woman. Et encore, quoi. Et encore, même dans Cobra Woman, il y a des choses à relever. Donc, que ce soit le cinéma ou d'autres produits culturels, c'est toujours intéressant de vous confronter à ça et de voir ce que vous en sortez et de voir ce que ça vous fait développer aussi, quoi. C'est c'est ma conclusion d'aujourd'hui. Donc, les fois prochaines, on regardera un petit peu les autres films. Donc, il y a des films qui sont plus considérés comme série B. Et simplement, à mon avis, je ne saurais pas dire là maintenant ce que sera ma conclusion à ce sujet-là. Mais on va parler un petit peu, à mon avis, de comment en fait on nous fait ressentir des choses avec le cinéma. Et de pourquoi qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant en fait dans la série B aussi. Euh, parce que parce que oui, il y a des choses intéressantes à trouver dedans. C'est pas juste Alors, le divertissement, c'est très bien. Moi, j'ai rien contre, hein, mais c'est pas comment dire. C'est pas juste de la consommation, quoi. Ça, c'est pas vrai. Et puis même si c'est de la consommation, pourquoi c'est de la consommation? Qu'est-ce qui fait qu'on consomme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on apprécie ça? Et alors ici, ben, ça va être plutôt les gros blockbusters. Donc on va aussi se poser des questions sur ben, qu'est-ce qui fait qu'un blockbuster marche en fait, qu'est-ce qui fait qu'un film peut parler à plein de personnes, euh, notamment quoi. Et il y aura des choses plus particulières. Je pense que notamment je vais m'attarder sur Batman parce que ça intéresse toujours tout le monde et que j'ai des choses à en dire. Christopher Nolan, j'en parlerai sûrement particulièrement parce que là aussi, voilà. Un long dimanche de fiançailles, pareil, il y a plein de choses à en dire. Bref, voilà. Je vais arrêter de dire qu'il y a plein de choses à en dire parce il y a toujours des choses à dire, hein, évidemment. Donc, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je pense que je vais plus continuer à faire de live maintenant. Je vais doucement continuer. En plus, il y avait un film que je voulais voir aujourd'hui et on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Ce sera évidemment disponible en replay sur ma chaîne YouTube et sur Twitch pendant une semaine. Et continuez à regarder des films, hein. Regarder des films, c'est la vie. Plein de choses à en dire. Allez, bonne soirée.